Vous serez le plus grand roi du monde. 15h, 16h sur Europe 1. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Historiquement vôtre. A successor to the kings and queens of history. Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire? Est-ce que vous y croyez? L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité. L'hyperphosphorescence, c'est de l'art physique. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, comme chaque jour à 15h. Et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou même des événements marquants que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte l'un des grands incendies de l'histoire et sa légende tenace, ou la véritable histoire du grand incendie de Rome. Que s'est-il passé dans la nuit du 18 au 19 juillet 64 de notre ère? Comment un incendie a-t-il pu anéantir une ville habituée aux feux récurrents? Néron était-il un empereur pyromane? Nous sommes dans la nuit du 18 au 19 juillet 64 de notre ère à Rome. Où précisément? On ne le sait pas vraiment. Certes, on en connaît la date exacte et on en connaît bien les ravages, mais personne ne sait exactement où et comment est parti le plus grand incendie de l'histoire de Rome. Que s'est-il passé cet été-là, au milieu de la 10e année du règne de l'impérator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, autrement dit Néron? On sait que la nuit était chaude et sèche. On sait qu'il n'avait pas plu depuis plusieurs jours et que la température devait être étouffante jusqu'au cœur de la nuit, malgré le vent qui soufflait le long du Tibre en s'engouffrant dans les ruelles étroites et sombres de la capitale de l'Empire. Mais pour le reste, nous en sommes réduits aux conjectures. On ne sait pas si le feu a débuté du côté des docks, le long du Tibre, ou vers les boutiques du Grand Cirque du côté de la Porte Capène, là où des dizaines de milliers de personnes se pressaient pour assister aux courses de chars. Le feu est peut-être parti d'un entrepôt, d'un atelier, d'un artisan ou dans la cuisine d'un thermopolium, ces petites boutiques qui vendaient de quoi se nourrir sur le pouce. Il a peut-être commencé par lécher les murs d'un petit appartement dans les étages d'une insulae, ces grands immeubles de plusieurs étages qui sont à peu près l'équivalent des logements sociaux d'aujourd'hui. Une torche est peut-être tombée sur un tapis, une lampe à huile a pu se briser sur un carreau d'argile, une bûche a pu éclater, une braise glisser d'un brasero. Après tout, qu'importe. En quelques secondes, voilà que le feu dévore un rideau, mange une paroi de torchis, roule sous les poutres d'un toit et fait éclater ses premières tuiles. Il n'en faut pas davantage pour que Rome, la plus grande ville du monde occidental, n'affronte encore une fois sa plus grande terreur, celle de l'incendie qui saute de toit en toit et de quartier en quartier. Rome ne s'est pas faite en un jour et elle n'a pas disparu en une nuit non plus. Mais de tous les incendies qui l'ont ravagée au cours des siècles, celui de l'été 64 est le pire, et de loin. Il suffit de lire Tacite, dont les annales ont gardé la trace du désastre. Alors survint une catastrophe et de toutes celles que fit subir à notre ville la violence des flammes, il n'y en eut pas de plus grave et de plus horrible. Suétone, autre grand auteur romain, décrit la terreur hannibale abjecte qui s'empare de toute une métropole riche d'1 million d'habitants peut-être. On entendait sans cesse et indistinctement, dit l'historien, les cris et les plaintes des enfants, des femmes, des hommes et des vieillards, la fumée, le brouhaha empêchant de voir ou de comprendre quoi que ce soit. Chaque brandon est un nouveau danger mortel. Pris par le vent, poussé plus loin, il atterrit parfois sur une réserve d'huile, un tas de bois, des stocks de tissus et provoque un nouveau foyer qui en crée de nouveau à son tour, bien aidé par les bourrasques de vent. Un grand incendie et une immense peur qui a saisi la population, c'est ce que je vous raconte aujourd'hui. Tacite, encore lui, a laissé quelques lignes saisissantes sur cette peur qui a saisi les habitants. Il raconte, souvent en regardant derrière soi, on était assailli par devant ou par les côtés. On se réfugiait dans le voisinage et il était envahi par le feu. On fuyait encore. Et les lieux qu'on en croyait le plus loin se trouvaient également en proie aux flammes. Enfin, ne sachant plus ce qu'il fallait ou éviter ou chercher, toute la population remplissait les rues, gisait dans les campagnes. Quelques-uns n'ayant pas sauvé de toute leur fortune de quoi suffire
aux premiers besoins de la vie, d'autres désespérés de n'avoir pu arracher à la mort les objets de leur tendresse, périrent alors qu'ils auraient pu s'échapper. Les trouvailles des archéologues en témoignent. La violence de l'incendie a dû être inouïe, si l'on en juge par les épaisses couches de cendres ou les morceaux d'objets de métal fondus retrouvés en creusant en dessous du sol de la ville actuelle. Rome a été consumée, calcinée par un ouragan de feu que personne n'a pu freiner, et pour cause. L'obscurité, la fumée, la foule hurlante qui se pressait dans les lacis des ruelles des vieux quartiers freinaient l'arrivée des pompiers. Ces 7 cohortes de vigiles qui se partageaient la surveillance de 2 des 14 quartiers administratifs de la capitale, on dirait des arrondissements aujourd'hui. Une cohorte pour 2 quartiers, c'est bien peu. Et pour combattre, comment ? À Rome, à cette époque-là, les hommes du feu n'ont pas de véritable pompe, pas de tuyaux, pas de camions rutilants, mais des bras, des seaux, des perches, des échelles, des haches, des matelas et des couvertures enduites de vinaigre, des sacs de sable et quelques chariots que personne ne peut pousser à contre-courant de tout un peuple affolé. Et quand bien même on aurait des pompes dignes de ce nom, puis encore faudrait-il trouver de l'eau, mais où ? D'habitude, on puise aux aqueducs, aux fontaines et directement au Tibre, mais l'été 64 a été sec comme le printemps. Les fontaines sont à sec, les citernes ou les bassins des thermes sont vides, alors on fait comme on peut dans la fournaise au péril de sa vie. On se bat dans l'air brûlant, mais l'oxygène vient vite à manquer. Les forces aussi, et bien des vigiles ont dû mourir au feu, cette nuit-là comme les suivantes. Car Rome n'a pas brûlé qu'une nuit, loin de là. Mais 8 jours et 9 nuits entières, à peine entrecoupées par une brève accalmie, comme si le feu avait voulu reprendre leur souffle, avant de repartir de plus belle du côté des écuries du Palatin. Au matin du 9e jour, quand la ville a vu le soleil se lever une nouvelle fois au-dessus de ces 7 collines, Rome n'est plus qu'un champ de ruines, une longue étendue de cendres entassée entre ce qui reste des bâtiments noircis. Tout a brûlé, même la pierre. Sur les 14 régions que compte la ville, 3 sont réduites en cendres, 7 sont plus ou moins gravement touchées et 4 seulement sont intactes. Plus des 2 tiers de la ville sont ravagés, et les flammes n'ont pas fait de distinction entre les riches et les pauvres. 12 000 immeubles ont disparu, mais aussi des milliers de domus et de villas des beaux quartiers. Des milliers d'habitants sont morts, 10 000 ou 20 000 peut-être, 200 000 autres ont tout perdu et se retrouvent à la rue sans rien. Face à la catastrophe, et comme souvent, passé le temps du choc, on passe à l'amertume et à la colère. Rome est en ruine, Rome est en rage, et Rome se cherche un coupable. Très vite, un nom circule, sans doute à voix basse d'ailleurs, vu l'homme dont on parle. Le nom que la ville murmure, c'est celui de Néron. Pour beaucoup de Romains, l'incendie n'est pas un accident, mais un crime, et un crime commis par l'empereur en personne. La thèse d'un complot impérial est si puissante qu'on la retrouve constamment dans l'histoire de l'art, évoquée à longueur de tableaux, de romans, de séries et de peplums, comme Quo Vadis, le livre du prix Nobel de littérature Henryk Sienkiewicz, adapté au cinéma par Mervyn Leroy avec Robert Taylor, Peter Ustinov et Deborah Kerr. À chaque fois, c'est la même image qui se forme. Néron, costumé en tragédien, sa lyre à la main, chante l'un de ses propres poèmes en regardant Rome brûler depuis la terrasse de ses jardins. Si Néron a longtemps incarné et incarne toujours le méchant empereur dans la mémoire collective, c'est sans doute à cette image qu'il le doit, celle d'un homme assez fou pour détruire une ville entière afin de satisfaire un simple caprice, et pas n'importe quelle ville, non, sa capitale. Néron, plus encore que Caligula, Commode ou Caracalla, c'est l'archétype de l'empereur dément, insensible et mégalomane, à la fois ridicule et cruel. Cette histoire, celle d'un Néron qui aurait commandité le grand incendie de Rome avant de faire porter le chapeau aux chrétiens, n'est pourtant qu'une légende tenace, une accusation que tous les historiens ou presque jugent aujourd'hui infondée. Alors pourquoi cette légende a-t-elle la vie aussi dure ? Pour être honnête, il faut bien avouer que Néron est tout sauf un ange. En juillet 64, Néron est encore jeune, il a 27 ans à peine, règne depuis 10 ans déjà, mais le bilan de ses années de pouvoir absolu tient plus du casier judiciaire que de la bonne politique. Certes, il n'est a priori pour rien dans la mort étrange de Claude, son prédécesseur,
tué par une omelette aux champignons quelque peu suspecte. En revanche, il s'est entouré depuis d'une série de favoris de personnages pas toujours bien recommandables, comme sa maîtresse Popée ou son empoisonneuse personnelle Locuste, grande experte en magie noire et en poison, dont certains ont déjà fait les frais. Quand un rival comme Britannicus meurt aussi brutalement que Claude, on commence à trouver que cela fait beaucoup. Et des personnages comme le haut fonctionnaire Suétone ne se privent pas d'accuser ouvertement l'empereur d'avoir le poison facile. Il y a au moins un meurtre pour lequel il n'existe pas le moindre doute possible. Il aura fallu plusieurs tentatives, mais Néron a bien fini par avoir la peau de sa mère Agrippine, celle-là même qui avait réussi à l'imposer sur le trône, mais que le jeune empereur avait fini par trouver un peu trop encombrante. Bref, Néron est tout sauf un personnage sympathique. C'est un homme vaniteux, convaincu de ses talents d'artiste et de poète, cruel et paranoïaque, ce qui est d'ailleurs plutôt un signe de lucidité. Au temps des Julio-Claudiens, Rome est un univers un peu plus impitoyable encore que Dallas dans la série du même nom. De là à faire de Néron un pyromane, il y a tout de même un énorme pas qu'on se gardera bien de franchir, même si la liste de ses accusateurs est longue comme le bras: Tacite, Suétone, Dion Cassius. Tous les grands auteurs classiques qui ont évoqué le règne de Néron dans leurs récits évoquent sa responsabilité et racontent tous plus ou moins la même histoire. Pendant la dizaine de jours qu'a duré l'incendie, beaucoup ont vu circuler un peu partout dans Rome des types patibulaires qui allumaient de nouveaux foyers à droite ou à gauche quand ils ne s'opposaient pas ouvertement à ceux qui tentaient d'éteindre les incendies. Tacite en parle déjà, mais reste prudent en évoquant de simples rumeurs. Mais Suétone, quant à lui, ne fait pas le détail. C'est lui qui, le premier, décrit Néron en train de chanter face à l'incendie depuis la colline du Quirinal, séduit qu'il était par la beauté des flammes. D'abord, ceux qui répandent ces rumeurs sont intimement convaincus que Néron a perdu la raison à un moment ou à un autre de sa jeunesse, victime sans doute de l'atmosphère délétère qu'il a toujours connue en grandissant dans une famille qui tenait du nœud de vipère. Mais d'autres arguments sont plus solides. Néron, c'est un secret de Polichinelle, déteste la vieille ville de Rome qui, loin de l'image de luxe et de marbre qu'on s'en fait, se résume encore pour l'essentiel à un dédale de ruelles sales et de quartiers miteux comme celui de Subure, sorte de cour des miracles semée de tavernes malfamées avec leur cortège de voleurs, de mendiants, de mutilés, de prostituées, d'assassins. Le poète Juvénal ne dit pas autre chose quand il écrit qu'on ne devrait pas s'aventurer la nuit dans Rome sans avoir fait son testament. La Rome des Césars n'est pas une cité idéale et noble, loin de là. Néron ne s'en cache pas, il ne supporte plus la crasse des quartiers pouilleux. Faire brûler la ville, explique Suétone, c'est un moyen abominablement cynique de repartir de zéro pour rebâtir une ville neuve et grandiose, une ville à son nom, Néropolis. Et à la décharge de Suétone et des autres, il faut admettre que c'est exactement ce qui s'est passé au lendemain du drame. Néron, l'empereur, s'est bel et bien lancé dans un vaste chantier de reconstruction, avec des rues plus larges et un urbanisme nouveau qui organise la ville autour d'un immense palais flambant neuf, son palais, la Domus Aurea, la maison dorée, de plusieurs dizaines d'hectares dont on retrouve encore des vestiges oubliés aujourd'hui. Le dossier de l'accusation paraît donc solide de prime abord. C'est lorsqu'on s'intéresse aux détails que tout s'effondre petit à petit comme un château de cartes, à commencer par le profil des accusateurs. Aucun des auteurs qui ont accusé Néron d'avoir mis le feu à Rome n'a été témoin des événements. Tacite, qui est né en Gaule, avait tout au plus 10 ans l'année de l'incendie. Pour les autres, c'est encore pire. En 64, il s'en faut encore 6 ans pour que Suétone voie le jour. Et Dion Cassius, lui, est né au siècle suivant, 90 ans après la catastrophe. Autrement dit, toutes nos sources ont été écrites des années et même des décennies après l'incendie et après la mort de Néron. Et trouver un coupable, c'est toujours plus facile quand il est mort. Ce qui rend plus improbable le témoignage de Tacite et d'autres, ce n'est pas tant le fait qu'il n'ait absolument rien vu de ce qu'il raconte avec force de détail, c'est que tous ces auteurs appartiennent à un même camp, le camp sénatorial. Or, le camp sénatorial, c'est celui que Néron a passé son temps à humilier par tous les moyens possibles en faisant tout pour rappeler aux sénateurs que leur influence n'est qu'une influence de façade et que le seul véritable pouvoir, c'est le sien. Au passage, un autre détail en dit long.
Des auteurs contemporains de Néron, des hommes qui vivaient à Rome au moment de l'incendie, il en existe comme le poète Martial ou l'historien Flavius Joseph. Aucun des deux hommes n'accuse Néron, alors qu'ils n'en sont pas franchement les partisans les plus farouches. Alors, il faut en revenir aux faits. D'abord, la nuit du 18 au 19 juillet de l'été 64 est une nuit de pleine lune, ce qui n'est pas vraiment le meilleur moment quand on cherche à déclencher discrètement l'incendie du siècle. Ensuite, il n'y a pas plus banal qu'un incendie à Rome. Même si celui-ci est vite devenu incontrôlable, la ville n'arrête pas de brûler. Des incendies significatifs, 88 en ont été recensés en tout dans son histoire. Rien que dans la dynastie des Julio-Claudiens, celle de Néron, on en compte 4 sous le premier empereur Auguste, 5 sous Tibère et encore un autre du temps de Claude, son prédécesseur. Et après Néron, ça continue. En 80, sous Titus, rebelote, et quelques décennies plus tard, le satiriste Juvénal parle encore des incendies qui menacent la capitale et qui vont continuer jusqu'à la fin de l'Empire romain d'Occident, au 5e siècle. Et si Rome passe son temps à brûler, ça n'a rien d'étonnant. Comme toutes les villes de Méditerranée, Rome souffre à la fois de son climat et de sa construction. La température est souvent forte l'été, le temps est sec, le vent souffle entre les collines et le long du Tibre. Les matériaux de construction sont tous inflammables. Le bois, la paille, le torchis sont plus fréquents que le marbre, le plâtre ou le stuc, qui brûlent d'ailleurs très bien au-dessus d'une certaine température. Quant à cette fameuse nuit du 18 au 19 juillet, Néron n'est même pas à Rome. Ce qui abîme un peu l'idée d'un feu lancé pour son petit plaisir, aussi sadique que personnel. À cette date, l'empereur est en villégiature dans l'une de ses villas sur la côte pour échapper à la canicule qui accable la ville. On pourrait évidemment dire qu'il n'a pas besoin d'avoir été là dès le début de l'incendie pour l'avoir commandité, mais il se passe plus de 3 jours avant qu'il ne se décide à rentrer lorsque les rapports qu'on lui envoie deviennent de plus en plus alarmants. Lorsqu'on lui signale que les flammes menacent son palais personnel, la Domus Transitoria qui s'étend du Palatin à l'Esquilin. Son retour ne change rien d'ailleurs. La villa de ses ancêtres brûle du sol au grenier et toutes ses œuvres d'art avec, des tableaux, des sculptures auxquelles il tenait, comme à la prunelle de ses yeux. On pourrait alors penser que l'incendie a dépassé ses espérances, que Néron s'est en quelque sorte fait dépasser par son propre crime. Mais là encore, ça ne colle pas. Dès qu'il revient à Rome, Néron prend toute une série de décisions fortes et plutôt efficaces. Il ordonne par exemple à ses troupes de sortir les engins de siège des ateliers pour détruire des quartiers encore intacts et priver l'incendie de combustible, un peu comme on coupe des arbres aujourd'hui pour lutter contre les incendies de forêt avec des tranchées qui freinent les flammes. Pour répondre à l'urgence, Néron prend aussi toute une série d'initiatives en faveur des Romains qui se retrouvent sans abri. Il héberge des milliers de réfugiés dans la partie réservée de la ville, à l'ouest, là où il possède des jardins dans la région actuelle du Vatican. C'est aussi lui qui impose une énorme baisse des prix du blé en multipliant des apports de grains depuis le port d'Ostie et les fermes de la campagne autour de Rome. Après la catastrophe, Néron continue de prendre des décisions objectivement adaptées. Il organise le nettoyage de la cité en utilisant les navires qui amènent le blé à Rome et qui repartent vers Ostie, chargés de cadavres et de débris. Pour réduire le risque d'incendie, il interdit les murs mitoyens entre 2 immeubles. Il réglemente aussi le marché en imposant aux constructeurs d'utiliser de la pierre de gabi ou d'albe, beaucoup plus résistante, réfractaire au feu. Enfin, il impose un urbanisme nouveau, avec des avenues plus larges et plus dégagées pour faciliter l'évacuation d'une part, l'arrivée des secours d'autre part. Évidemment, cela répond d'une certaine manière à l'accusation de Suétone, qui affirmait que Néron voulait raser Rome pour reconstruire la ville de ses rêves. Là où l'argument tient mal, c'est que Néron fait tout cela à ses frais. Pour assurer la reconstruction, il puise largement dans sa fortune personnelle et pas dans le trésor public. Aussi, pour la plupart des historiens actuels, Néron n'a joué aucun rôle dans ce qui est finalement une catastrophe plus ou moins inévitable, plus grave que les autres, certes, mais pas plus suspecte que les dizaines d'autres grands incendies que Rome a connus. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Néron avait parfaitement conscience des rumeurs qu'il accusait. La meilleure défense était l'attaque. Néron a donc cherché lui aussi un bouc émissaire et l'a trouvé en se retournant contre ce qui n'est alors qu'une petite secte religieuse orientale comme tant d'autres, la plus modeste sans doute.
celle des chrétiens. Là encore, c'est grâce aux écrits de Tacite que l'on apprend que l'Empire a mené une véritable rafle contre ces nouveaux venus dont la réputation est exécrable à Rome. Beaucoup de Romains comprennent mal cette religion qui fait d'un homme crucifié un dieu, alors que la crucifixion est le châtiment le plus odieux et le plus infamant que l'Empire puisse infliger. Néron a donc beau jeu de cibler les chrétiens dont personne ne se lève pour prendre la défense. La répression est d'une violence terrible, avec des tortures dont Tacite expose le détail, le summum supplicium, le châtiment suprême. 200 à 300 chrétiens sont arrêtés, souvent dénoncés par leurs voisins et même par d'autres chrétiens qu'on châtie pour les faire parler. Le crime dont on les accuse est abominable, leur mort spectaculaire et cruelle aussi. Certains sont jetés aux fauves et ce sont sans doute les plus chanceux. Les autres connaissent une fin atroce dans les jardins même de Néron, qui se fait un plaisir de déambuler au milieu des croix qu'on dresse sur son domaine. La nuit, on habille les malheureux de force d'une tunique recouverte d'une couche de résine et de goudron qu'on enflamme pour transformer les suppliciés en torches humaines et hurlantes, comme en écho à ce crime qu'ils n'ont jamais commis. Néron n'a pas fait brûler Rome, non, mais il a fait brûler des chrétiens. Europe 1, historiquement vôtre. Merci, cher Dimitri Tilloy d'Ambrosie, d'être toujours avec nous sur Europe 1. Néron n'a pas fait brûler Rome, disais-je, et c'est un point important car les soupçons ont été tenaces pendant longtemps. Est-ce que vous confirmez cela ? Néron n'a pas brûlé Rome pour se construire un palais, voire une nouvelle capitale, Néropolis, n'est-ce pas ? En effet, il faut déjà tenir compte évidemment des positions de ces auteurs, Suétone, Tacite, Dion Cassius, qui appartiennent aux élites traditionnelles romaines, sénatoriales et de l'ordre équestre, qui manifestent une véritable hostilité envers Néron et qui n'hésitent pas à noircir le trait et le portrait de cet empereur pour en faire un tyran diabolique prêt à incendier sa cité. Par ailleurs, effectivement, Néron a beaucoup perdu durant cet incendie, notamment la Domus Transitoria, qui abritait bon nombre d'œuvres qu'il chérissait. Et puis, cette reconstruction extrêmement coûteuse, finalement, a été plutôt désavantageuse pour l'empereur et pour les caisses de l'Empire, et également la fortune personnelle de l'empereur. Donc, en tout cas, aujourd'hui, les historiens s'accordent effectivement à innocenter Néron de cette catastrophe. L'une des conséquences terribles et immédiates après ce feu, je l'évoquais un instant, c'est la persécution des chrétiens de Rome. Et vous écrivez qu'il s'agit bien de la première persécution contre les chrétiens. Comment expliquer cette tournure tragique à cause d'un incendie ? Les chrétiens étaient-ils déjà isolés, pris pour cible avant ce feu ? Alors, les chrétiens, au départ, sont difficilement distingués des juifs par les Romains, qui comprennent mal cette distinction entre juifs et chrétiens. Et ces chrétiens paraissent suspects en raison de leurs pratiques, de leur refus de participer au culte traditionnel, également au culte impérial. Et donc, cette tendance à se maintenir à l'écart de la communauté les rend suspects et surtout, ils sont accusés de susciter la colère des dieux, puisqu'ils refusent d'honorer les dieux protecteurs de Rome. Donc évidemment, on les soupçonne d'être à l'origine de la colère divine qui s'abat sur la capitale, puisque une catastrophe comme une épidémie, un incendie, une défaite militaire sont souvent imputables à la colère des dieux chez les Grecs et les Romains. Donc, à défaut d'être pyromane, Néron est tout bonnement opportuniste, en revanche. Effectivement, les auteurs comme Suétone disent assez clairement que très vite, l'ampleur de l'incendie, l'incompréhension face à cette catastrophe force la population romaine à chercher un coupable. Une telle catastrophe ne peut être un simple accident. Et donc Néron cherche effectivement à détourner l'attention qui se porte sur sa personne vers les chrétiens, voilà, qui sont déjà entourés d'une réputation assez négative. Dimitri Tilloy d'Ambrosie, vous êtes aujourd'hui notre guide pour plonger dans la Rome antique. C'est le titre de votre nouveau livre. C'est un livre instructif et assez drôle, je dois dire. Vous posez les vraies questions. Le vin romain était-il bon ? Les Romains sentaient-ils mauvais ? Plus sérieusement, il y a une question qui m'intéresse en particulier. Les Romains étaient, paraît-il, les rois du béton, mais ça n'a pas empêché de Rome de brûler ? Effectivement, alors le béton romain est souvent considéré comme une des grandes réalisations de cette civilisation. Et il est vrai que bon nombre de bâtiments comme le Panthéon, évidemment, qu'on peut encore admirer aujourd'hui, tiennent 2000 ans après grâce à cette technique de construction. Alors, on a réussi à percer en quelque sorte les secrets de ce matériau de construction qui repose en réalité sur l'utilisation d'une chaux vive portée à un degré de cuisson assez élevé et qui résiste et qui même se consolide lorsque ce matériau est confronté à de l'eau. Alors, cela effectivement n'empêche pas les grands incendies puisque bon nombre de constructions à Rome, notamment les insulae, ces grands immeubles de rapport,
comportent des matériaux de construction comme du bois, du torchis, qui eux, évidemment, sont facilement inflammables. Et même des bâtiments de pierre comportent évidemment des charpentes de bois qui peuvent s'enflammer et provoquer l'effondrement de l'édifice. Autrement dit, la peur des incendies dans la Rome antique est réelle. Elle se voit d'ailleurs sur les murs des immeubles, puisque vous racontez, Dimitri, que pour se prémunir du feu, les Romains gravaient des symboles phalliques sur leurs maisons. Effectivement, les Romains sont relativement superstitieux. Ils s'entourent de formules de protection, d'amulettes destinées à écarter le mauvais œil ou des catastrophes comme les incendies. Et effectivement, le symbole phallique que l'on peut voir encore assez fréquemment à Pompéi aujourd'hui est justement le symbole par excellence qui doit écarter le mauvais œil. On le retrouve effectivement sur les murs des maisons, on le retrouve également sur le four des boulangers, ce qui n'est pas anodin puisqu'effectivement c'est un élément qui contient du feu et peut provoquer un incendie. Donc tout est bon finalement pour se prémunir d'éventuels désastres. Mais personne n'a réussi à prouver de quel endroit était parti le feu ce soir-là. Vous avez une hypothèse ? Alors, si l'on s'appuie sur le texte de Tacite, Tacite indique comme point de départ le grand cirque, le Circus Maximus, qui évidemment est un lieu de spectacle, mais aussi un lieu important pour l'économie de la ville. On trouve un nombre assez important de boutiques tout autour de la structure, avec des marchandises qui peuvent très facilement s'enflammer, des tissus, des denrées alimentaires, et évidemment bon nombre de structures, d'éléments qui permettent de se chauffer, de cuire des aliments, de faire fondre du métal, de forger de la terre cuite. Et donc, évidemment, c'est un lieu tout à fait propice pour l'extension de l'incendie. Mais au cours de l'incendie, lorsque l'on suit le récit de Tacite, d'autres foyers, évidemment, apparaissent au fil du temps. Vers la fin de l'incendie, le Champ de Mars, par exemple, est un des lieux où l'incendie reprend. Mais, en tout cas, le Circus Maximus, au sud du Palatin, apparaît comme le lieu où l'incendie serait parti. Les activités liées au feu, comme les boulangeries, c'est vrai que c'est l'un des facteurs d'incendie dans la Rome antique. Il y en a beaucoup d'autres dans cette ville. Vous racontez qu'il y avait par exemple des immeubles taudis aux mains de marchands de sommeil. Effectivement, c'est Juvénal qui, dans les Satires, nous rapporte une description tout à fait effarée des pratiques immobilières de la Rome antique, où pour finalement faire le maximum de profit, on n'hésite pas à sacrifier la sécurité des locataires, en construisant tant bien que mal, en ajoutant des étages de façon un petit peu aléatoire et sans contrôler la sécurité, en colmatant les fissures de façon assez hâtive. Et donc, évidemment, les effondrements sont aussi un des autres fléaux de Rome. Et lorsqu'un incendie se déclare, eh bien évidemment, de telles structures résistent bien mal aux flammes. Parlons de Néron, qui est quand même au cœur de cette sombre histoire, même si, on l'a dit, il n'est pas pyromane. Je le racontais dans le récit, l'empereur détestait Rome et ne supportait plus ses quartiers pouilleux. Est-ce que Rome, comme il le prétendait, était aussi mal famé ? Le fameux quartier de Subur, c'était vraiment la zone ? Alors, lorsque l'on lit des satiristes comme Juvénal, Martial, Subur apparaît effectivement comme le coupe-gorge de Rome, mais il s'agit d'un regard porté par des auteurs qui appartiennent à des classes sociales plutôt supérieures et qui évidemment sont pleines de préjugés. Par ailleurs, d'autres quartiers sont aussi mal famés à Rome, comme le Trastevere, alors qu'aujourd'hui est un quartier touristique apprécié, mais qui à l'époque est peuplé de marchands, d'étrangers un petit peu suspects aux yeux des Romains. En tout cas, voilà, Subur cristallise ces fantasmes, on pourrait dire. C'est un des hauts lieux de la prostitution, un lieu repère de bandits selon certains auteurs. Et donc, voilà, il cristallise en quelque sorte ce regard péjoratif que les élites portent sur Rome, qui, lorsqu'elles le peuvent, profitent de leur demeure de campagne, en Toscane, en Campanie, pour s'isoler et s'écarter du chaos et du brouhaha de la capitale. Dimitri Tilloy d'Ambrosi, vous continuons à parler de Néron, l'empereur accusé à tort d'avoir incendié sa propre ville. Vous connaissez le personnage, vous lui avez déjà consacré un livre, 24 heures de la vie sous Néron, paru l'an dernier. Je racontais que, selon la légende, Néron chantait sur sa terrasse en regardant Rome brûler. Je découvre dans votre livre qu'il avait effectivement une passion pour le chant. Alors effectivement, tous les auteurs qui nous racontent la vie de Néron s'accordent à lui prêter des talents. Alors certains auteurs sont plus dubitatifs sur son réel talent, mais en tout cas, il voue vraiment une passion au chant, à l'écriture poétique, et il n'hésite pas à s'entraîner de façon assidue. Il emploie des techniques également pour améliorer sa voix. Il dort en faisant poser des lamelles de plomb sur sa poitrine pour améliorer ses cordes vocales et son souffle. Il consomme également, il consomme un régime alimentaire adapté pour favoriser son organe, en mangeant du poireau par exemple, réputé favorable pour le chant. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui fait partie de son quotidien, qui n'est pas une simple lubie, mais véritablement, il se considère comme un artiste, un empereur esthète. En même temps, il est un empereur cruel, capable, je le disais, de faire assassiner sa propre mère, Agrippine. Il était capable aussi de fomenter un piège abominable visant sa propre épouse, Octavie. La fin justifie les moyens d'une certaine manière, puisque
Néron considère que, avec le temps et sous la pression de Poppée, Agrippine devient de plus en plus un obstacle pour l'exercice de son pouvoir. Il considère qu'il devient finalement véritablement empereur lorsque sa mère est assassinée en 59. Alors, il faut toujours être prudent avec cette image de l'empereur cruel, démoniaque, puisque bien souvent c'est une construction historiographique de la part d'auteurs comme Suétone, donc Cassius, qui, lorsque un empereur veut manifester des ambitions monarchiques, on pourrait dire, parce que les Romains détestent les monarchies, il devient le mauvais empereur tyrannique. Et donc on n'hésite pas à forcer le trait. Mais il est vrai, effectivement, que certains crimes cruels, comme ce matricide, le crime par excellence, sont attribués à Néron. J'ai évoqué tout à l'heure l'entourage de Néron qui, selon les historiens, avait une très mauvaise influence sur lui. Qui, à votre avis, a contribué à le rendre autant paranoïaque, à l'inciter à tous ces excès? Alors, jusqu'en 62 après Jésus-Christ, Néron est entouré de deux personnages qui, au contraire, ont une influence bénéfique, Sénèque, le philosophe stoïcien, et le préfet du prétoire, Burrus, qui l'incite à la modération dans l'exercice du pouvoir. En 62, Burrus meurt, et à la place de ce préfet du prétoire, on trouve un personnage du nom de Tigellin, et qui est présenté comme une des éminences grises de Néron. Et des auteurs comme Tacite nous rapportent que ce Tigellin l'incite à toutes les débauches possibles, l'encourage dans ses plaisirs et dans les excès. Donc la disparition de ce précepteur, et puis Sénèque qui peu à peu se retire de la cour jusqu'en 65, l'influence de Tigellin, l'influence de Poppée, tout cela contribue effectivement, d'une certaine manière, à abaisser les barrières qui, normalement, obligent le prince à respecter la morale. Je le racontais, ce tyran mégalo s'est révélé un bon samaritain pour les pauvres Romains survivants de l'incendie de 64. Est-ce que ce drame a transformé l'empereur? Est-ce qu'il est devenu altruiste et généreux? Alors, il s'agit surtout d'obtenir l'appui de la population romaine, qui attend beaucoup du prince en réalité. On retient la fameuse formule de Juvénal du pain et des jeux, qui résume en quelque sorte ce qu'attend le peuple romain, avec évidemment exagération, puisque c'est aussi un peuple besogneux et qui travaille au quotidien de façon dure parfois. Mais en tout cas, l'empereur tient effectivement à se montrer comme un père pour ses sujets. Ça, c'est quelque chose qui est attendu de l'empereur depuis Auguste. Lorsque l'empereur reçoit le titre de père de la patrie, c'est qu'il doit se montrer comme un père protecteur. Donc c'est une manière de montrer effectivement qu'il manifeste de la sollicitude envers la population de la capitale. Pour terminer, Dimitri Tillouin-d'Ambroisie, que reste-t-il aujourd'hui de ce terrible incendie qui a brûlé 70% de Rome? Et d'abord, ça a ouvert la voie à un urbanisme plus abouti, un urbanisme tout court en fait. Alors, effectivement, Tacite nous raconte que lorsque Rome est reconstruite par Néron, des nouvelles mesures sont adoptées. On espace les rues, on construit des portiques également sur les devantures des immeubles pour permettre plus facilement de lutter contre les incendies. On supprime les murs mitoyens, mais cela n'empêche pas, au IIe siècle après Jésus-Christ, quelques décennies après, Juvénal ou Martial de décrire une ville absolument chaotique. Donc finalement, les problèmes d'antan demeurent. En tout cas, il demeure des vestiges aujourd'hui que l'on peut voir de la reconstruction de Rome, les fameux vestiges de la Maison Dorée, la Domus Aurea, que l'on peut voir près du Colisée, qui sont tout à fait splendides et dont on devine le faste qui entourait la cour de Néron avec ses fresques, ses stucs tout à fait raffinés et colorés, et qui laissent deviner le caractère bucolique dans lequel Néron aimait à se confondre. Merci beaucoup, Dimitri Tillouin-d'Ambroisie, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du grand incendie de Rome. Je rappelle votre livre La Rome antique, paru dans la collection Vérités et légendes chez Perrin. C'est une déambulation dans la vie quotidienne des Romains de l'Antiquité et je vous recommande cet ouvrage. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.